a different voice from America. You know, I never seen them, but it's different. They're probably pretty good. Of course, I mean, they're probably really good. Yeah. Hey, we're the Senders, and we're gonna do the same thing for you, yeah! My baby, she glows in my dawn. She wears a plastic bag and she sleeps in a pond. Je suis allé aux States à 17 ans. En fait, je suis allé passer un mois. J'ai rencontré un mec à Amsterdam. J'étais aux Beaux-Arts à l'époque. Et je venais de commencer, j'avais 17 berges. Et ce mec, il venait de Boston. Il était vraiment excellent, lui. Et il s'appelle Bruce. Et il est retourné aux States, je suis venu avec lui. On a acheté une petite camionnette à un mec, un Hare Krishna, un mec d'Hare Krishna. Et puis voilà, on est parti sur la route aux States. On s'est arrêté à Hog Farm. C'était une espèce de communauté hippie qui était connue pour avoir... ils avaient réussi à présenter un vrai cochon, aux élections américaines. Et puis on est resté avec eux un peu. Et puis ensuite, en fait, on devait recevoir une petite barrette de shit d'Amsterdam d'un pote. Et puis ça nous attendait à la poste à Grand Canyon. Mais malheureusement, ça avait été piqué en douane. Alors les flics, quoi, les narcs, quoi, les stupes, ils nous y attendaient aussi, on savait pas. On m'a dit en rentrant au pénitencier que j'allais faire un minimum de 5 ans de prison. Donc j'étais un peu mal quand même. Et je m'inquiétais un peu. Et au pénitencier, j'ai rencontré des mecs vraiment sympas au pénitencier. Enfin, l'entrée était effrayante. Quand je suis arrivé, je suis rentré dans le truc. D'abord, le premier truc qui s'est passé, ils m'ont dit de me foutre à poil. C'est tout... Premier truc, t'es à poil, déjà, c'est inconfortable ça. Et ils m'ont aspergé avec un espèce de grosse pompe. Ils m'ont aspergé de poudre blanche. C'était de la poudre contre les poux. Et j'ai dit au mec, au flic, que j'avais pas de poux. Et ça lui a pas plu. Et il m'a dit de fermer ma gueule. Et il m'a foutu toute la poudre en pleine gueule. Alors j'étais recouvert de poudre blanche. Bon, à l'époque, j'avais les cheveux jusqu'à là, quoi. J'avais les cheveux vachement longs. Je faisais jeune, donc je devais être le mec le plus jeune du pénitencier. J'avais 18 ans le jour même. Et donc on m'emmène dans ma cellule. Et dès que je rentre, tous les mecs de la prison, c'est en Arizona, donc la plupart mexicains, sont mis à hurler, tous. « She's mine !» Elle est à moi, c'est la mienne, c'est la mienne. J'étais pas il, hein, j'étais elle à la prison. Et salope, t'es ma nouvelle pute, et des trucs comme ça. Alors tu vois, la terreur, tu vois, j'étais terrifié. Pour finir, j'ai eu du pot parce qu'on m'a mis dans une salle où c'était que les mecs qui attendaient de passer en procès. Ils n'avaient pas encore vu le juge, alors ils se tenaient plutôt à carreau. J'ai pas dormi une seconde de tout mon séjour au pénitencier, mais personne m'a fait chier pour finir. Puis une semaine plus tard, on m'appelle, on m'emmène dans une salle. Je vois un mec style Charles Manson, la barbe et tout, le look de fou. Et puis il me dit « Hello brother, we're here to free you ». Je me suis retrouvé à Boston, après un petit moment de voyage. Et toute une bande de loufoques à Boston, quoi, des gens vraiment éclatés, ils étaient excellents tous. Sa meilleure copine, c'était Nan Goldin, la photographe. Le premier truc qui s'est passé à Boston, qui était assez marrant, c'est que il habitait dans un appart avec toute une bande de colocataires, quoi. Il y en avait 6. Et donc je connaissais pas tous leurs potes, quoi. Donc ça m'a pris un moment de reconnaître tout le monde. Et j'étais là depuis même pas une semaine. Et puis je me lève le matin, et je vais aux chiottes, et je tombe dans le couloir sur un de leurs potes que je connaissais pas.
Et un jeune black, il avait l'air sympa. Et je lui dis bonjour, je m'appelle Philippe. Et le mec il me serre la main, mais j'ai senti qu'il avait l'air un peu surpris. Enfin bon, puis je vais pisser. Et puis tout de suite j'entends comme une grosse baston dans le couloir, ça cognait, ça hurlait. Je dis merde, qu'est-ce qui se passe? Et je sors et je vois mon pote, la Bruce, qui est en train de lui tailler en slip, en train de lui taper dessus. Et BAM! Putain! Et j'ai réalisé que j'avais serré la main à un cambrioleur, en fait. Et en plus, il avait un énorme couteau dans le dos quand il m'a serré la main, donc je l'ai échappé belle. Il a dû vraiment surpris, je crois que je suis le premier mec premier locataire quand il lui serrait la main en plein cambriolage. Alors donc ils l'ont chopé, ils l'ont viré, en lui disant si on te revoit, on te tue, quoi. Ils ont un peu hésité à appeler les flics, puis en se marrant, ils l'ont viré. Et puis une fois viré, je me suis dit à mon pote se marrer en disant ouais, on aurait peut-être dû appeler les flics, fuck him. Et puis il rentre dans le salon, puis on découvre qu'il n'y avait plus de télé. C'était dans un grand loft à Soho, sur West Broadway. Truc magnifique, complètement rempli d'art népalais, comme ça. Et puis il y avait tous les mecs de la scène artistique, Robert Mapplethorpe, des gens comme ça. Des gens qui pour moi étaient vachement impressionnants. Donc je m'envoie un verre, et puis un deuxième, en me disant là ça ira mieux. Puis vers 1h du mat, arrive un groupe. Et ouais, génial, je me dis il va y avoir de la musique et tout. Et en plus, tout de suite, je me suis dit, ils sont géniaux! Le look! Arrivent 4 petits mecs en blouson de cuir, avec coupe à la Beatles, tu vois, basket blanche, un grand, tout maigre, avec des lunettes, et puis les autres tout petits, tous avec leur blouson. Ils montent leur matos et tout de suite ils se mettent à jouer. Alors, j'arrive pas à y croire, mais le groupe d'enfer, tu vois, ils jouaient du rock complètement dénudé, j'avais jamais rien vu de pareil, tu vois, sans aucun solo de que dalle, c'est pas de solo de guitare, rien là. Et t'avais le bassiste qui était hyper marrant, qui disait 1, 2, 3, 4, et il commençait à jouer, et alors toutes les paroles étaient en fait le titre répété. En fait, je suis devenu pote avec eux, surtout avec Didi Ramones, le bassiste. Et je racontais cette histoire, donc je sais pas, plusieurs années plus tard. Et il m'a dit, ouais, mais tu sais, ça c'était notre tout premier concert, avant un club, avant quoi que ce soit, on a joué cette fête. Donc je savais pas à l'époque, mais j'ai vu la naissance des Ramones en fait. Nan Golden a trouvé un petit loft sur le Bowery et mon pote Bruce a trouvé un petit appart juste au coin de la rue d'en face qui s'appelle Elizabeth Street. Et puis on a découvert ce petit club tout nouveau qui était en face. En fait, c'était un truc de country western, CBGB, et c'était aussi un repère de Hells Angels. Mais les mômes du quartier commençaient, je crois les Ramones en premier, ont commencé à dire est-ce qu'on peut jouer là et tout. Et c'est devenu le club punk. On est en 75, donc il restait plus que Max's Kansas City et CBGB's. C'était marrant parce que j'avais l'impression d'assister à quelque chose d'important. Je me disais mais c'est une explosion de rock'n'roll fantastique. Tous ces groupes sont absolument fantastiques. Et tous les groupes que je voyais à l'époque, j'avais The Talking Heads, tous les groupes qui sont devenus connus plus tard de cette époque, bien sûr Patti Smith qui existait déjà depuis un bon moment, mais les Ramones sont devenus le groupe numéro 1 de CBGB tout de suite, et puis les Heartbreakers avec Johnny, The Cramps, hein, tout le mouvement punk new-yorkais commençait aussi un mouvement un peu... Bon, il y avait Mine de Ville, en fait tout ça était appelé punk, mais il n'y avait pas deux groupes qui se ressemblaient, quoi. C'était juste la nouvelle vague new-yorkaise. New York. J'étais à New York depuis peut-être une semaine ou deux, ou pas beaucoup plus. Et puis,
une nana m'a abordé, et puis un peu moche, mais vachement marrante, j'ai trouvé. Elle avait quelque chose, elle avait de la personnalité. Et puis j'avais une écharpe autour du cou qu'elle m'a piqué. Et puis j'allais rentrer, j'ai décidé de lui demander qu'elle me rende mon écharpe. Et puis elle m'a dit bonjour, je m'appelle Nancy. Et c'est ce soir-là que j'ai rencontré Nancy Spungen. Et puis Nancy, elle flirtait un peu, puis elle me dit qu'est-ce que tu fous? Si tu veux, j'ai un peu d'héros, tu passes à la maison, si tu veux, moi je t'en passe et tout. Moi je fumais, mais bon, héroïne et tout. Enfin bref, je vais chez elle et puis elle sort une grosse seringue et tout. Puis elle me dit, tu sais, moi j'en ai à peine en fait. Là, si on fait un sniff, on va rien sentir. Il faudrait qu'on se fasse un shoot, quoi. Mais je sais pas trop bien le faire. Tu veux pas me piquer? Je dis, bah ouais, pourquoi pas. Et alors elle prépare le truc, elle me passe la seringue et elle savait pas à qui elle demandait ça. Moi j'avais aucune idée de ce que je foutais. Enfin bref. Je foutais dans le bras, quoi, et je réussis, hein, quand même, et alors, après pas mal de tentatives ratées. Mais en fait, elle m'a dit, je sais pas me faire ça, mais tout de suite, j'ai remarqué qu'il y avait pas mal de traces, donc, on repasse une petite tarte. Elle me dit tout de suite, tout excitée, ah, tu vas pas arriver à y croire, je suis la copine de Sid Vicious. De qui? De Sid Vicious, Sid fucking Vicious, des Sex fucking Pistols. Ah bah génial, t'es avec Sid Vicious des Sex Pistols, bravo Nancy. En fait c'était un gros gag parce que Nancy c'était vraiment notre canard boiteux, quoi. C'était de loin la plus moche de toutes les petites punks et tout. Sid Vicious, les Sex Pistols numéro 1 en Angleterre à ce moment-là, c'était là le rêve, quoi, le James Dean du punk, quoi. Et Nancy se retrouve avec lui, c'était excellent, ça. À la boutique, un truc qui s'est passé qui était marrant, c'est qu'on arrivait tous les matins à 11h, on passe un petit coup d'aspirateur, et puis notre aspirateur a pété. Et alors donc je l'ai emmené chez un réparateur d'aspirateur, quoi. Et puis quelques jours plus tard, je suis allé le chercher parce qu'il était réparé, et je passe devant Chelsea, et juste au moment où je passe, j'entends « Hey, Philippe, it's Nancy !» Et c'est Nancy Spungen qui revenait d'Angleterre, qui était maintenant au Chelsea Hotel. Alors j'ai dit, hey Nancy, super, et tout. Et puis, il faut absolument que tu rencontres Sid et tout. Et puis, alors donc, Sid la suit, et il sort du Chelsea Hotel, le fameux Sid Vicious. Et puis, donc, elle me présente à Sid, qu'on n'avait absolument rien à branler, et il me regarde à peine, voilà. Et puis, elle me dit, ah ouais, toute contente et tout. Elle me dit, qu'est-ce que tu fais et tout. Alors, je lui dis, je vais chercher un truc, je me sentais un peu con, quoi. Je cherchais mon aspirateur, ça faisait pas trop rock. Alors je lui dis, je vais chercher un truc. Et lui, dès qu'il m'a entendu dire, je vais chercher un truc, étant donc complètement junkie, lui déjà, ça l'a vachement intéressé. Alors là, du coup, il me remarque, et il se rapproche de moi, puis il me dit, tu vas chercher un truc. Tu vas chercher quoi? Je lui dis, un aspirateur. Hein? Et alors là, ce qui était trop marrant, c'est qu'il me dit, oui, un aspirateur. Et je réalise que, lui étant de Londres, il avait cru que c'était un argot new-yorkais voulant dire de la dope, voulant dire de l'héroïne. Un aspirateur? Ouais. C'est quoi exactement? Je lui ai dit, un aspirateur, tu sais, tu branches dans le mur, c'est pour laver le tapis.
Un aspirateur. Et tout d'un coup, je me suis surpris en plein milieu de la phrase, à me dire, c'est trop marrant, je suis en train d'expliquer à cette bêcheuse ce qu'est un aspirateur. Et lui, il est là avec son perfecto, torse nu, avec son collier de chien, à me regarder, comme si j'étais complètement malade. Avec les Sanders, le concert dont je me souviens le plus, c'était une nuit à Boston, où, c'est dur à expliquer, mais c'était carrément magique. C'est le moment où tu te dis, putain, mais c'est nous-mêmes qu'on entend là, c'est incroyable. Et où toute la salle marche hyper bien, où tout le monde est en... Ça, c'est vraiment un feeling incroyable. C'est pour ça que j'ai continué pendant si longtemps, parce que c'est vraiment un truc imbattable, ça. Ça vaut vraiment le coup. On a engagé ce batteur et on est allé jouer à Boston, ma première ville aux States, donc on est retourné à Boston. Et puis sur l'autoroute, on s'est fait... les flics nous ont arrêté la bagnole, et seulement en fait pour nous dire que les valises bloquaient la lunette arrière. Le flic était plutôt cool d'ailleurs, il nous a dit non mais dégagez ça, là vous voyez pas à l'arrière de la bagnole, alors c'est bon, dégagez ça, puis vous pouvez y aller. Alors donc, cool et tout, on avait tous la canne dans les poches, il y avait, la moitié du groupe était mexicain, moi, il n'y en avait pas un qui avait des visas et tout. On n'avait plus qu'une chose à faire, c'est de dire merci monsieur et de se barrer. Et ce batteur qu'on venait d'engager, on ne connaissait pas très bien, qui était un connard total, à ce moment-là dit aux flics, montrez-moi le numéro de votre badge là. Moi j'aime pas qu'on me fasse chier, puis mon père est avocat, vous allez voir ce que je vais faire de... Le dernier flic qui m'a fait chier, je vais vous dire ce qui lui arrivait à lui. Oh, on dit, mais il est malade, le mec. Alors évidemment, ça n'a pas été bien pris. Alors évidemment, tout de suite, le flic, il est, allez, tout le monde sort de la bagnole, montrez-moi vos papiers, videz vos poches. Je dis, merde. En fait, il nous a pas fouillé pour finir, mais quand même, il a pris nos papiers, il a été vérifié qui on était. Puis on poireautait, on dit, mais qu'est-ce qu'il fout? Il va rester dans sa bagnole pendant vachement longtemps. Puis tout d'un coup, arrivent 3 autres bagnoles de police, et puis ils jettent tous sur notre guitariste mexicain, qui s'appelait Jorge, ils lui foutent les menottes dans le dos, ils l'emmènent dans la bagnole. Je dis, mais qu'est-ce que vous foutez? Et ils disent, bah, votre mec, là, votre guitariste, en fait, il est recherché par la police pour meurtre, en Californie. C'est pas possible. Alors, c'était marrant, parce qu'on a dû appeler le club à Boston pour dire, bah, on est bloqué, on peut pas venir. Il dit, pourquoi? Meurtre. On est passé en première partie des Clash à Van Casino, et avant nous, il y avait eu Grandmaster Flash. Alors c'était marrant parce que c'était vraiment le début du rap. Mais par rapport au public punk, le rap faisait un peu partie du mouvement disco. Je trouvais que c'était ça faisait trop disco. Donc c'était l'ennemi total. Et Grandmaster Flash, groupe de rap extraordinaire, se sont fait jeter de scène, mais alors, d'une manière vraiment méchante. Ils se sont fait jeter des canettes de Coca-Cola par milliers. Ils ont dû se barrer au bout de quelques chansons. Et ensuite, c'était nous. On était terrifiés. Et ce qui était aussi rigolo, c'est que on nous a dit, allez, sur scène, les Sanders sur scène. Et toutes les lumières de la salle étaient éteintes. Et donc, on court sur scène. Et dans le noir, on devait ressembler vachement plus au Clash que Grandmaster Flash. Et toute la salle, a explosé en pensant que c'était le Clash. Et là, tous les spots se sont allumés. Et, mais c'est pas eux. Alors, il y a eu un moment un peu comique de confusion. Quelques canettes nous ont été jetées à la gueule. Et pour finir, on a eu du pot, quand ils ont vu que c'était pas du rap, donc on a été vachement bien acceptés. Et puis c'est parti ça marchait comme sur des roulettes, c'était un très très bon show.
répétait chez Steve, le bassiste. On a dû arrêter les répétitions chez Steve parce que les voisins d'au-dessus, deux gros portoricains assez effrayants, et on devait faire trop de boucans. Enfin, un jour, j'étais dans le loft tout seul, j'attendais les autres, et on frappe à la porte, et c'est un des mecs, des voisins au-dessus, et il me dit « Ouais, tiens, salut, je voulais vous demander, ce que vous jouez là, c'est du punk rock ?» Je lui dis « Non, c'est du rock'n'roll. Hein. » Ah bon, c'est pas du punk rock, vous êtes sûr? Ouais, non, pourquoi? Et non, parce que j'ai vu ce truc à la télé, là, il parle d'un nouveau truc, ça s'appelle le punk rock, et il disait que c'est de la musique qui amène à la violence, enfin, il disait que c'est un truc, quand on l'écoute pendant un petit moment, même on a envie de tuer quelqu'un. Et ben, quand je vous entends, c'est exactement ce que je ressens. Alors, je pensais que c'était du punk rock. Enfin, bref, on s'est dit, bon, faudrait peut-être mieux qu'on répète ailleurs. Hey, Flipper! What the fuck you doing here? Bon, on prenait de l'héros et tout, on commençait à se défoncer, ce qui était vraiment de la connerie pure, mais bon. Johnny Thunders m'avait passé un sniff d'héroïne dans les chiottes à Maxis, et c'était vachement fort et tout. Et j'ai commencé à sentir dans le club que ça allait plus très bien, quoi. J'avais la tête que tout le club qui tournait et tout. Notre batteur, lui, était vraiment mal barré. Il devenait complètement accro, quoi. Il devenait vraiment camé. Et il est mort d'une overdose d'héroïne, éventuellement. Et c'était vraiment effrayant. Enfin, surtout, ce qui était dingue, c'est qu'on voyait les gens tomber, quoi. Et, ça, je pourrais jamais l'oublier, c'était trop cruel. Dans les Sanders, à ce moment-là, il y avait un sourd, un camé, un mort et un fou, dans un asile. Et alors donc on s'est arrêté, quoi. Enfin, bref, on jouait tout le temps, CBGB, Maxis, Kansas City et CBGB's, donc ces deux clubs, c'était un peu la paire, quoi. Les Ramones habitaient juste en face, le CBGB's, et mon pote Bruce, lui de l'autre côté, en face. Et il y avait pratiquement tous les soirs des fêtes chez lui, après le club, quoi. Et ces fêtes sont devenues un peu fameuses, quoi, c'était l'endroit où aller. Lui, il avait un chien qui s'appelait Babe, chienne. Et puis il avait un petit singe aussi, il avait un petit singe qui s'appelait Joseph. Il est extraordinaire ce singe parce que, en fait, il l'avait acheté à une nana qui avait gardé ce singe dans une petite cage. Enfin, il avait grandi dans une petite cage. Alors il n'avait jamais eu la chance de pouvoir bouger. Donc tous ses muscles étaient atrophiés et il pouvait rien foutre, quoi, ce singe. Alors quand il l'a eu, il a essayé, il a mis quelques branches d'arbres dans le coin du salon. Et le singe, il se pétait la gueule, quoi. Il essayait de grimper. Mais il n'y arrivait pas. Mais petit à petit, il a commencé à y arriver et tout. Et en fait, c'est devenu le singe d'appartement parfait. Parce qu'il était un peu lent, comme ça. Alors, il a une personnalité extraordinaire, ce singe. Quand tu venais chez Bruce, le singe venait s'asseoir sur ton épaule. Puis il était tout peinard, comme ça. Il retournait dans la cuisine, allait chercher une banane, comme ça, tout gentiment. Et un soir, ce qui était marrant, c'est qu'à une des nombreuses fêtes chez Bruce, arrive Andy Warhol avec toute sa bande. Il traîne un peu, puis il remarque le singe. Et dès qu'il voit le singe, alors il lui fallait absolument. Et il décide, putain, ce singe est génial. Alors il dit, dans son style, tu vois, Whose monkey is this? I want the monkey. I've got to have the monkey, darling. Who does that monkey belong to? Et on lui dit, bah, il est à Bruce, le singe. Il dit, Who is Bruce? Bruce, t'es chez lui, il faut que tu le rencontres. Alors on lui présente Bruce, et il lui dit tout de suite, bonjour Bruce et tout. Le singe, je le trouve génial, je vais absolument l'acheter. On lui dit, bah merci, mais il n'est pas à vendre. Il s'appelle Joseph, il n'est pas à vendre. Andy Warhol lui dit, non, mais je le veux absolument, il faut que j'ai ce singe. Écoute, je t'offre $5,000 pour le singe. Non, il n'est pas à vendre. Bon. Et puis, ce qui était marrant, c'est que pendant toute la soirée, pendant toute cette fête, il n'a pas arrêté. Il remettait ça sur le tapis toutes les 10 secondes et la somme montait. Alors il a affaire à Bruce, c'est monté à $10,000, un tableau,
n'importe quoi, tout ce qu'il voulait. Mais il voulait pas lui vendre son singe. Et Andy Warhol n'a jamais pu l'avoir. Alors il s'arrachait les cheveux, Bruce, parce que il n'avait pas un rond. Donc là, on parlait de beaucoup de fric. Mais il aimait trop, Joseph. Il n'a pas voulu le vendre. On s'est mis à louer une salle sur la 7e avenue et c'était un immeuble où il n'y avait que des salles de répétition, 7 étages de salles de répétition. Ça s'appelait The Music Building. À côté, la porte d'à côté, il y avait un groupe expérimental, Swans, le mec du noise, quoi. Et de l'autre côté, il y a une petite nana, c'était Madonna, et qui évidemment n'était pas du tout connue à l'époque. Elle répétait dans cet immeuble. Donc il y avait Swan d'un côté, enfin Swan sans aller nulle part, mais Madonna par contre, ça a mieux marché. Et d'ailleurs, j'ai cette théorie qu'en fait ce qui s'est passé, c'est que Dieu nous regardait répéter un soir, il regardait les Sanders répéter, puis il s'est dit, ils sont assez cool, je les aime bien, et il a décidé de nous envoyer son pouvoir magique tout puissant sur nous. Alors il a pointé son doigt vers le studio des Sanders, et un grand éclair blanc de feu vers nous. En fait, il nous a raté que de 2 mètres, quoi, et c'est tombé en plein sur Madonna. En fait, en plus, je suis sûr que Madonna, elle n'en sait toujours rien, parce qu'elle nous a jamais remerciés. My baby goes in the door. Got your